Invitée par Alternativa Toulouse, Marie-Monique Robin a participé à plusieurs débats, tant dans le village des initiatives qu'à la librairie Fleury ou à l'Utopia de Tournefeuille. Nous l'avons rencontrée au stand des faucheurs volontaires afin de parler de climat et de son dernier film, Sacrée Croissance. Marie-Monique Robin, bonjour. Merci d'être à Alternativa. Qu'attendez-vous de la COP 21 à Paris en novembre prochain? Oh, ça c'est la question qui tue. Bon, c'est un rendez-vous très important évidemment, mais je pense qu'il ne faut pas faire la même erreur qu'à Copenhague en 2009. On espérait tellement tout de cette COP 21 que finalement il ne s'est rien passé et après tout le monde était... Donc, il faut y aller, il faut faire pression pour que cette COP 21 ne soit pas un échec. Mais il faut se dire que tout s'arrêtera pas avec la COP 21. Voilà. Je ne suis pas très optimiste pour l'instant, parce qu'on sait déjà que ça va pas être, on n'aura pas d'accord qui va être contraignant. Donc d'ailleurs on le voit, hein, donc tout le monde se vante des contributions volontaires des pays, mais c'est rien du tout, c'est peanuts pour l'instant. Hein. Donc on est en dessous. Bon, d'abord il y en a très peu de contributions volontaires, et puis de toute façon on est très en dessous de ce qu'il faudrait faire. Donc tel que c'est là, eh bien on va vers un réchauffement de la planète de 3-4 degrés, donc voilà, ce qui est une catastrophe, il faut le dire clairement. Hein. Donc voilà, alors il faut faire pression encore une fois, mais c'est pas fini après la COP21. Donc Est-ce que vous pensez qu'il y aura un calendrier à la sortie de cette conférence concernant le cofinancement de 100 milliards de dollars? Alors ça fait partie de l'un des grands enjeux de cette COP21. Dans mon film Sacrée Croissance, il y a un représentant du GIEC qui est un Allemand, qui dit très clairement, c'est lors d'une conférence que j'ai filmée au Népal, à Katmandou, qu'il faut absolument aider les pays du Sud à ne pas faire les mêmes bêtises pour rester sobre, les mêmes conneries, allez, on va y aller carrément, que celles que nous avons faites. Donc pour ça, il faut à la fois un transfert de technologie, un transfert de fonds, c'est clair. Ça veut dire, comme on va au Népal, passer directement 100% énergie renouvelable. Et ça pourra se faire que si ce fonds est effectivement alimenté, financé par ceux qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique, c'est-à-dire les pays développés, hein, qui sont responsables de au moins 95% des gaz à effet de serre qui est au-dessus de nos têtes. Donc ça, c'est un vrai problème de justice, j'allais dire climatique, enfin de justice tout court. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, ce qui est dit très clairement aussi dans mon film, c'est que si nous ne le faisons pas, eh bien, on est tous dans le même bateau, et ce bateau, c'est un Titanic, et on va tous couler ensemble. Donc voilà. Alors j'espère qu'il va y avoir un moment, une étincelle, là, que nos dirigeants des pays occidentaux comprendront ça. Voilà. Par rapport aux politiques, on est un peu sceptique. Mais comment convaincre les consommateurs de réduire leurs émissions de CO2? Il faut faire un travail de pédagogie, moi c'est ça que j'essaie de faire avec mes films, avec mon livre, là, Sacrée Croissance. Il faut des initiatives comme Alternativa, moi je trouve que c'est un mouvement formidable, parce qu'à la fois les gens qui portent Alternativa partout, ils ont compris que c'était très grave la situation, ils ne se voilent pas la face. On est vraiment dans une situation tout à fait inouïe et unique dans l'histoire de l'humanité. Hein. En gros, on ne sait pas ce qui se passera à la fin du siècle. Si ça se trouve, il y a 20% de l'humanité qui va survivre. Et d'ici là, ça va être un enfer. Hein. C'est ça qui se prépare. Donc ça, ils en sont conscients, mais en même temps, ils proposent des alternatives et c'est festif. Parce que même si les nouvelles sont très mauvaises, il faut se battre, il faut se battre dans la bonne humeur, parce qu'il faut montrer qu'il faut rendre l'alternative qu'on voudrait mettre en place désirable. Vous voyez ? Parce que ça suffit pas de faire une critique rationnelle du système. Moi, je l'ai fait beaucoup, ça. Hein. Effectivement, il faut la faire, mais ça suffit pas. Parce que dans nos pays riches, entre guillemets, les gens, ils pensent à ce qu'ils vont perdre. Si tu leur dis pas, voilà, on va faire quelque chose de beaucoup mieux, on va être beaucoup mieux qu'avant, comme on le voit dans mon film ou dans mon livre, hein, les Sacrées Croissances, c'est désirable, on en a envie, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc c'est ça que je trouve magnifique avec Alternativa, c'est que c'est des initiatives qui font envie. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques modèles alternatifs que vous avez montrés dans votre film Sacrée Croissance? Alors, Sacrée Croissance, c'est donc à la fois une critique du modèle actuel, économique actuel, fondé sur la croissance illimitée du produit intérieur brut, n'est-ce pas? Le toujours plus de production, toujours plus de consommation, qui est une vraie addiction collective, à la fois des institutions, des mentalités, c'est-à-dire aussi bien des gouvernants que de nous-mêmes en fait, hein, parce qu'on est tous dans ce modèle de croissance, du toujours plus, et aussi donc c'est une critique de ce système qui montre
évidemment qu'on ne peut pas continuer à promouvoir une économie fondée sur le toujours plus alors que les ressources de la planète sont limitées et sont en train de s'épuiser, et alors que la capacité de la planète à encaisser les déchets que notre activité génère a atteint un point de saturation. Le plus gros déchet, c'est évidemment les gaz à effet de serre. Donc voilà, ça c'est le constat, ça c'est la critique rationnelle du système. Et moi, je n'ai pas voulu faire ça uniquement parce qu'on est dans une situation d'urgence. Je me suis dit, il faut aussi montrer les alternatives. Et j'en ai trouvé des magnifiques, ça marche. Je suis allée un peu partout dans le monde, j'ai essayé de trouver les plus belles. Hein. Donc ces initiatives, elles ont en commun qu'elles relocalisent, elles essaient de relocaliser tout ce qu'on peut relocaliser. Donc d'abord l'alimentation, évidemment. Hein. Donc on voit par exemple au Canada ou en Argentine un mouvement d'agriculture urbaine vraiment qui marche très bien, appuyé par les autorités locales. C'est pour ça que je les ai choisis, parce qu'on voit que quand les élus soutiennent, on gagne beaucoup de temps. Voilà. À Toronto, ils retournent des parkings pour mettre des jardins partagés. Vous voyez ce que je veux dire? On en est encore loin. Donc le jour où à Toulouse, on retournera des parkings pour mettre des jardins partagés, on aura vraiment avancé. Vous voyez? Donc on voit comment aussi, et ça c'est très positif, à Toronto, c'est une coopérative que j'ai filmée, 25 membres, c'est tous des bacs plus 5 ou plus 10, ça a été créé par un ancien trader de la bourse de New York et qui a dit l'argent ça se mange pas, et voilà, qui a tout plaqué, voilà, ça c'est une bonne nouvelle, voilà. Et on voit comment en circuit court, on peut, agriculture biologique évidemment, non seulement relocaliser la production alimentaire, mais aussi la décarboner. Je rappelle que les chiffres sont très clairs, en Europe, en moyenne, un aliment qui est acheté dans un supermarché voyage 3000 km, d'accord? Le fameux yaourt aux fruits, là, le petit pot là, qu'on achète dans les supermarchés, 9300 km, si vous calculez tout ce qu'il faut pour faire le pot. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Bon. Donc on voit l'agriculture urbaine, ça permet aussi de résister au réchauffement climatique, parce qu'il y aura de plus en plus d'inondations, comme on vient de voir à Montpellier. Mais pourquoi il y a des problèmes aussi? C'est parce qu'il y a du béton partout. Hein. Donc il faut débétonner, décarboner, et ça, l'agriculture urbaine biologique le permet, et c'est un grand mouvement planétaire. Voilà, ça c'est le premier pilier de cette révolution. Hein. Après, il y a toute la question de l'énergie. On voit aussi dans le film comment, si vous alliez, comme le dit le rapport Négawatt d'ailleurs, hein, la sobriété énergétique, l'efficacité et les renouvelables, eh bien vous avez, comme on voit dans mon film, dans mon livre au Danemark ou au Népal, des territoires qui deviennent autonomes du point de vue énergétique très rapidement, à condition évidemment que les installations énergétiques appartiennent aux gens, des coopératives qui ne sont pas mues par la recherche du profit. Pourquoi on a des radiateurs électriques partout en France? On est le pays qui en a le plus dans le monde. Parce que EDF est dans une démarche croissanciste, produire et vendre toujours plus d'électricité. Parce que ça fait augmenter le PIB. Vous voyez? Donc non, on ne veut plus de ça. Donc il faut que les gens se réapproprient les moyens de production et rentrent dans une autre logique, qui est une logique de service. Et quand on rentre dans cette logique de service, eh bien, ça change tout, parce qu'on est concerné directement, vous comprenez? Donc ça, c'est l'énergie. Puis le troisième grand volet, c'est un phénomène absolument fantastique, qui est celui des monnaies locales. Donc, je suis allée au Brésil et en Allemagne, c'est des monnaies locales qui sont très anciennes et qui marchent très bien. On voit comment, au Brésil, par exemple, à Fortaleza, comment une monnaie locale a pu transformer un bidonville. Créer des emplois pérennes et vraiment c'est un outil vraiment formidable que moi j'encourage à lancer partout. D'ailleurs la bonne nouvelle c'est qu'il y a plus de 50 monnaies locales en France en ce moment, hein, qui sont en cours de création. C'est aussi un moyen de rapprocher les gens sur un territoire pour remettre en cause nos modes de vie, parce que je le disais tout à l'heure, la croissance est une addiction et nous sommes tous addicts à la consommation parce que tout nous pousse à ça, n'est-ce pas? Et la publicité, 400 milliards d'euros par an, hein, uniquement pour nous forcer à acheter des conneries, hein, qui ne servent à rien. Je donne toujours l'exemple dans mon livre, là, justement, parce que dans mon livre, j'imagine que j'écris en 2034. C'est une uchronie, on appelle ça. Et j'imagine, alors il faut faire un petit effort d'imagination, que François Hollande a bien lu les rapports du GIEC, voilà, et qu'il a compris, et qu'il lance la grande transition. Une fois qu'on a accepté ça, donc je raconte en 20 ans tout ce qu'on a mis en place et comment on a évité le pire. C'est une manière plutôt sympathique de raconter tout ce qui se prépare, le réchauffement climatique, la fin du pétrole, du gaz, etc. Et puis, on voit comment, petit à petit, on peut faire cette transition. Et je raconte comment, donc en 2034, il y avait une coutume, en 2015, incroyable, 2 fois par an, les gens se ruaient dans les magasins pour faire les soldes. Ils étaient contents parce qu'ils avaient acheté 2 pantalons pour le prix d'un. Ils n'avaient pas besoin de pantalons, mais ils étaient « Oh là là, je suis content, j'ai acheté 2 pantalons pour le prix d'un. » Enfin, voilà, l'addiction, voilà. Donc,
pour se débarrasser de cette addiction, c'est comme n'importe quelle addiction. Vous voyez, moi j'ai une cigarette électronique là, voilà, je sais pas où elle est. Eh ben, c'est pas facile tout seul. Donc on a besoin du collectif. On a besoin de se rassembler. On a besoin de se soutenir. Vous voyez. Et ça, la monnaie locale, ça le permet. Parce qu'on se réunit, on commence à se dire de quoi j'ai besoin pour vivre. Hein. J'ai pas besoin d'aller faire les soldes 2 fois par an pour acheter des trucs dont j'ai pas besoin, mais j'ai besoin de manger, des aliments de qualité, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin d'un toit sur la tête, j'ai besoin d'échanger. Et la monnaie locale, ça permet tout ça. Voilà. Et puis évidemment, je suis allée aussi au... Alors ça, c'était formidable. Je suis allée au Bhoutan pour mon film et mon livre. Parce que derrière tout ça, c'est... Qu'est-ce que la richesse? Qui décide de ce qui compte? Qu'est-ce qui compte et qui décide de ce qui compte? Évidemment que le produit intérieur brut, c'est une impasse, on le voit. Le produit intérieur brut, comme vous savez, eh bien, si vous faites pousser des tomates dans votre jardin, ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas monétarisé. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on nous a, depuis 50 ans, il n'y a plus de jardin ou quasiment, ça revient heureusement. Mais même les paysans, moi je suis née sur une ferme, mais récemment mes parents me disaient, mais c'est vrai, tu as raison, on fait plus de poulets sur la ferme parce qu'on va acheter des poulets au supermarché. Oui, donc, parce que dans le PIB, aucun intérêt. Les jardins partagés, ça n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? Donc, il faut un nouvel indicateur de richesse. Et il y a une grande réflexion là-dessus, fort heureusement. Et moi, je suis allé au Bhoutan, qui est le plus radical, hein, parce qu'ils ont remplacé le PIB par le bonheur national brut, le BNB. Et on voit comment, quand on change d'indicateur, eh ben, ça change tout. Le regard sur l'économie, vous voyez, si on a un indicateur qui tient compte de l'impact environnemental, social, n'est-ce pas? Dans l'indicateur du Bhoutan, il y a 9 critères. Il y en a un, c'est la vitalité communautaire, c'est le bien-être psychologique, n'est-ce pas? Parce que effectivement, on est dans des sociétés comme les nôtres très riches, effectivement, mais qui laissent de plus en plus de monde sur le bord de la route, 8 millions de Français hein, qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, et avec un malaise énorme, notamment autour du travail. Il y a ceux qui n'ont pas de travail, il y a ceux qui ont trop de travail, qui souffrent parce qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants, etc. Donc, eh bien, ils ont décidé que dans cet indicateur, il y aurait le bien-être psychologique. Donc, ils interrogent les gens. Enfin, voilà. Ça ne sert à rien d'avoir une grande maison et 50 voitures et 3000 iPhones si on est rongé par la jalousie du matin au soir et qu'on ne pense qu'à s'enrichir, parce qu'on est très malheureux, en fait. Donc, voilà. Alors, le Bhoutan, c'est une vraie bouffée d'air. Hein. Ça, c'est vraiment... Oh là là, c'est vraiment génial. Hein. Mais, écoutez, je pense que ça va être la conclusion avec le sourire. Et moi, je serais tenté d'ajouter... Vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la. Et ça, c'est un clin d'œil à cet agriculteur qui a triomphé de Monsanto. Mais moi, j'attendais de dire une phrase de Goethe. Non, je vais dire 3 phrases. Une première phrase de Einstein, qui dit « C'est pure folie que de répéter toujours la même chose et d'espérer des résultats différents ». Deuxième phrase, Martin Luther King. « L'inaction des bons est aussi néfaste que les actions nuisibles des méchants ». D'accord? Et troisième phrase, Goethe. Tout ce que tu peux faire et rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Débute maintenant.